It's the moment investors around the world wait for, the 9:30 opening of the U.S. markets. Each and every day to go in there, trade your own rent money, not know whether you're going to make money or not, is terrifying to a lot of people. I don't have any clients. I don't have any customers. In a lot of ways, I'm a hedge fund manager in my own family's work, and they trust me. Amis traders, amis tradeuses, bonjour à tous et bienvenue sur Road to Wall Street, ma chaîne YouTube spécialisée dans le trading et l'investissement. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo où on va parler finance quantitative. Donc, on va parler simulation Monte Carlo, modèle de Heston et value at risk. Donc, je vais essayer de vous expliquer un petit peu tout ça et de vous faire une petite introduction à ce monde de la finance quantitative. Alors, cette vidéo n'a pas pour but de vous faire devenir des experts dans le domaine. D'ailleurs, je ne suis moi-même pas un expert dans le domaine, d'accord ? Je suis ce qu'on pourrait qualifier d'amateur éclairé, d'accord ? Donc, je m'intéresse à ces sujets, j'essaye d'augmenter mes capacités de compréhension sur ces sujets, mais je suis bien loin d'être un expert dans le domaine et d'être un quant dans une grande banque ou dans un hedge fund, d'accord ? Donc ne prenez pas ce que je dis comme une parole d'évangile, d'accord ? Remettez un petit peu ce que je dis en question, mais je vais tout simplement vous ouvrir un petit peu à ce monde-là qui est un monde intéressant, d'accord ? Donc on va parler de ces concepts-là ensemble. Si ça vous intéresse, pensez à vous abonner, liker la vidéo, etc. Mais faites tout ça en fin de vidéo, histoire de pouvoir juger sur pièce. Donc, on va parler de ces sujets ensemble. Et donc, s'il y a des gens qui ont plus s'il y a des gens qui ont plus de compétences que moi qui tombent sur cette vidéo, si vous avez des réclamations, des conseils à me donner ou autre, vous avez soit l'espace commentaire qui est disponible, soit vous avez mon adresse mail dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer un email si vous estimez qu'il y a des choses que j'ai mal fait, que j'aurais dû mieux faire, etc. C'est avec plaisir que j'échange avec des gens qui sont parfois plus compétents que moi sur certains domaines. Donc, sans plus tarder, on va parler de notre modèle de Heston, de notre simulation Monte Carlo et de notre concept de value at risk. Alors, pour commencer, on va parler un petit peu du concept de simulation de Monte Carlo. Donc, la simulation de Monte Carlo, c'est quoi ? C'est tout simplement une méthode statistique. On en a déjà parlé un petit peu dans ma vidéo sur le hasard dans le trading, le rôle du hasard dans le trading. Vous pouvez aller voir cette vidéo si c'est des sujets qui vous intéressent. Donc, la simulation de Monte Carlo, c'est une méthode statistique qui est utilisée pour analyser ou estimer le comportement d'un système qu'on peut qualifier de complexe. Donc, on va effectuer de nombreuses simulations qui sont aléatoires, donc qui vont être aléatoires du fait de l'usage du mouvement brownien, d'accord ? Donc, je vous expliquerai ça un peu plus tard. Donc, on va faire plusieurs simulations pour essayer de générer plusieurs trajectoires qui sont des trajectoires probables pour un prix ou bien pour la volatilité ou bien pour toutes sortes d'autres choses en utilisant les paramètres ici du modèle de Heston. D'accord ? Donc la simulation de Monte Carlo, globalement, ça a pour but de modéliser l'aléatoire et de se rendre compte de la plage d'oscillation qu'il peut y avoir dans ce phénomène aléatoire. Donc dans le cadre du modèle de Heston, on va commencer par définir des conditions initiales comme le prix de notre actif financier, sa volatilité, etc., etc. On en parlera un petit peu après des paramètres initiaux du modèle de Heston que vous voyez ici, ok ? Et donc, à partir de ça, à partir de ce prix et de ces paramètres, on va utiliser les processus qu'on qualifie de stochastiques. Donc, quand vous entendez stochastique, entendez aléatoire, d'accord ? La mathématique stochastique, c'est tout simplement la mathématique de l'aléatoire. Donc, on va utiliser un processus stochastique, donc un processus aléatoire, qui va s'appeler le mouvement brownien géométrique,
qui va nous permettre de simuler, selon les conditions initiales, comment est-ce que, tout simplement, notre prix ou bien notre actif ou bien notre, tout simplement, nos conditions initiales, donc ici, comment est-ce que ça va varier au fil du temps, d'accord? Et quelles sont les possibilités sur plusieurs centaines d'essais, plusieurs milliers d'essais, etc., pour essayer de définir un petit peu comment est-ce que l'aléa, donc l'aléatoire, va pouvoir modifier les paramètres, enfin les résultats tout simplement de ce qu'on essaye de simuler, d'accord? Donc une simulation de Monte-Carlo, c'est assez simple. Admettons que on fasse du 50-50, ok, donc on fait un lancer de pièces, on joue à pile ou face, vous et moi. Et bien tout simplement, la courbe moyenne, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça donne au niveau des résultats. Là, bien sûr, c'est pour le S&P 500, donc ça n'a pas vraiment de lien avec ce que je dis, mais si on joue à un jeu où la probabilité de gagner est 50%, la probabilité de perdre est 50%, on aura une trajectoire moyenne sur l'ensemble des scénarios qui sera tout simplement une trajectoire plate. On aura des scénarios où on sera gagnant, on aura des scénarios où on sera perdant, on aura des scénarios où on sera très gagnant, des scénarios où on sera très perdant, et la moyenne sera tout simplement équilibrée parce que c'est un jeu équilibré, d'accord? Donc en gros, une simulation de Monte-Carlo, c'est à peu près ça, d'accord? Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu des paramètres initiaux du modèle de Heston. Donc ici, donc on a tout simplement mu égale 0,1. Donc sachez que les paramètres du modèle de Heston que je vous fournis ici ne sont pas des paramètres qui ont été calculés pour être parfaitement justes, d'accord? Ce sont des paramètres qui sont tout simplement rentrés comme ça en faisant des rapides estimations, mais normalement il faut calculer avec précision chaque paramètre. Ici je me suis abstenu de le faire, d'accord? J'ai une autre fiche sur Jupyter Notebook où tout simplement je suis en train de calculer correctement tous ces paramètres, mais ça n'a pas vraiment d'importance pour la vidéo, d'accord? Donc si vous souhaitez calculer chacun de ces paramètres, vous pouvez importer des bibliothèques comme par exemple Yahoo Finance et vous servir des données que vous avez sur Yahoo Finance pour calculer les paramètres du modèle de Heston. Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu ces paramètres, même si c'est pas si facile que ça, d'accord? Donc mu, c'est ce qu'on va appeler la tendance, donc c'est la direction moyenne attendue pour le prix d'un actif financier, d'accord? Donc c'est son évolution moyenne au fil du temps. Mu positif, ça veut dire qu'il a une tendance à augmenter. Mu négatif, ça veut dire qu'il a une tendance à diminuer, ok? Donc après, on a le paramètre qui va s'appeler θ. Donc θ, ça va être la valeur vers laquelle la volatilité d'un actif, donc tout simplement ici du S&P 500, tend à revenir à long terme après avoir été perturbé, d'accord? Donc ça représente ce qu'on appelle la volatilité implicite de l'actif financier, d'accord? Donc pour parler un petit peu crûment, on pourrait dire que c'est la moyenne à long terme de la volatilité, d'accord? Je pense que les mathématiciens ne seront pas tout à fait d'accord avec ce que je viens de dire, mais c'est pour vous simplifier un peu la vie, d'accord? Numéro 3, on a kappa, okay, donc kappa, ça va être tout simplement le coefficient de vitesse de réversion, donc ça va mesurer la vitesse à laquelle la volatilité de notre actif financier va revenir à son niveau long terme après avoir été perturbé, d'accord? Donc en gros, combien de temps la volatilité de notre actif financier va-t-elle prendre pour revenir à θ, donc son niveau de long terme, d'accord? Ça va nous estimer le temps qu'on prend quand on a des écarts par rapport à θ pour revenir à θ, pour d'une certaine manière simplifier la chose, d'accord? En 4, on va avoir sigma. Donc sigma, ça va être tout simplement l'amplitude des fluctuations de la volatilité de l'actif financier autour de son niveau de long terme, donc autour de θ, d'accord? Donc ici, c'est l'ampleur des variations. Ici, c'est la vitesse à laquelle, après les variations, on revient à θ, ok?
Donc une valeur élevée de sigma va signifier le fait que la volatilité de notre actif est plus volatile. D'accord? Donc plus sigma est élevé, plus la volatilité est volatile. Alors là, vous allez me dire, mais la volatilité est volatile, c'est quoi ce bordel? Cherchez pas à comprendre, c'est comme ça, c'est mathématique. Non, je rigole. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que la volatilité est volatile? Eh bien, tout simplement, on mesure la volatilité et cette volatilité peut également avoir de la volatilité. C'est la mesure de la volatilité de la volatilité. D'accord? C'est dit comme ça semble bizarre, mais si vous réfléchissez un peu, c'est logique. Après, on va voir ρ. ρ, ça va être la relation. Donc, le ρ, c'est ce qu'on appelle la corrélation. D'accord? C'est la relation entre les mouvements de prix de notre actif financier et ceux de la volatilité de notre actif financier. Donc, un ρ négatif, ça veut dire que si mon prix monte, ma volatilité baisse. Un ρ positif, ça veut dire que si mon prix monte, ma volatilité augmente. Ok? Celui-là, il n'est pas compliqué. Ok? Après, dt, tout simplement, c'est le nombre de périodes. D'accord? Donc ici, on va faire des périodes de 1 jour sur 252 jours. Ok? Donc voilà, là, je vous ai expliqué un peu les paramètres initiaux du modèle. Ici, ce que vous voyez là, avec dw-s, dw-v, ça, c'est ce qui va nous servir à créer le mouvement brownien, d'accord? Donc le mouvement brownien, c'est ce qui va nous aider à créer de l'aléatoire dans tout simplement notre modèle pour que chacune des simulations soit distincte du fait de cette fonction-là, np.random normal, ce qui va nous donner tout simplement des nombres aléatoires pour que la série ait un aléa qui soit inclus à l'intérieur. D'accord? Et donc de ce fait-là, après on va calculer une trajectoire moyenne, trajectoire des simulations, affichage des résultats. On va essayer de voir le pire chemin, le meilleur chemin. Et donc ici, vous voyez qu'on a en vert le meilleur chemin si on est à l'achat et en rouge le pire chemin si on est à l'achat et que ici on a la moyenne des résultats. D'accord? Donc ici, pourquoi est-ce que j'ai voulu mettre ça en vert et mettre ça en rouge? Parce que maintenant, je vais vous parler un petit peu du concept de value at risk. Donc, qu'est-ce que c'est la value at risk? Ça va être ce qu'on va estimer être des mouvements de prix improbables dans un temps donné. D'accord? Donc, d'après notre paramétrage de cette simulation du modèle de Heston, eh bien, ce qui est improbable, ce qui est hautement improbable sur nos résultats là, de cette simulation, c'est que en partant d'un S&P à 4700 points, ce qui est hautement improbable, c'est que dans 50 jours, on soit en dessous des 4000 points. Et ce qui est hautement improbable, c'est que dans 50 jours, on soit au-delà des 5600, 5700 points. D'accord? Donc, on va pouvoir calibrer son risque en fonction tout simplement des résultats de ces simulations. Alors ici, c'est très simpliste, hein, d'accord, ce que je vous explique. En réalité, c'est bien plus compliqué que ça dans les hedge funds et dans les banques parce qu'ils ont des gens qui sont spécialisés là-dedans, qui ont fait des études de mathématiques financières et qui s'appellent tout simplement les quants et qui ont pour boulot de faire en gros là ce que je suis en train de vous montrer mais en version plus compliquée et plus aboutie. D'accord? Donc tout simplement on va utiliser le concept de value at risk pour calibrer un niveau de levier, pour estimer un niveau de risque sur des positions. D'accord? Et en règle générale, en calibrant un niveau de risque, on va essayer de calibrer un niveau de levier qui correspond au niveau de risque qu'on avait estimé. Voilà. Donc, c'était un petit peu ce que je voulais vous expliquer au sujet du modèle de Heston en simulation de Monte-Carlo avec un petit concept de value at risk qui est signifié ici. D'accord? Donc ici, c'est les 1% les plus improbables et ici, c'est les 1% les plus improbables à la baisse. Ici, c'est les 1% les plus improbables à la hausse. D'accord? Donc on va pouvoir essayer de calibrer notre modèle
avec ça. Ici, on n'a que 100 simulations. On peut passer sur 1000 simulations. D'accord? On va réexécuter notre code. Voilà. Donc ici, avec les 1000 simulations, vous voyez bien que le plus probable, c'est qu'on reste ici, d'accord? Qu'on reste proche de l'oscillation de cette moyenne, d'accord? Ici, à chaque fois, c'est des courbes, sauf que là, il y a tellement de courbes qui se sont superposées qu'on ne voit plus bien, d'accord? Donc en réalité, on pourrait estimer que le risque et l'improbabilité se situent vers ici, d'accord? Vers là en dessous, quand on commence à ne plus avoir autant de courbes superposées. De même à la hausse. D'accord? Ici. Donc voilà, je ne vais pas trop m'attarder sur le sujet. C'était un petit peu pour vous montrer que ça existe, tout simplement. D'accord? Parce que ça, c'est le genre de truc dont personne ne parle jamais sur Internet. Et pourtant, il n'y a pas une grande banque ou un grand hedge fund qui n'a pas des mecs qui sont en train de bosser sur ce genre de choses pour calibrer le risque. D'accord? Donc ne partez pas du principe que mu, θ, kappa, sigma, rho, etc. ici sont calculés correctement parce que ce n'est pas le cas. C'était juste pour vous montrer un exemple. Donc ici on a les conditions initiales, ça c'est le prix de départ. On est plutôt à 4009 en ce moment, donc on va changer, on va mettre à 4009. On va re-simuler en exécutant à nouveau la simulation, d'accord? Donc ici, on voit quoi? On voit qu'au bout de 250 jours de trading, on peut éventuellement aller à un peu en dessous des 3000 points. Et notre meilleur scénario ici nous fait aller à peu près à 8800 points, quelque chose comme ça, 8800, 8700 points. Selon les paramètres qui sont ici. Qui, je le précise encore une fois, n'ont pas été calculés avec précision. Voilà. Donc le concept de value at risk, ce que vous devez retenir, c'est le concept de value at risk, c'est tout simplement ici les 1% mais de moins bons scénarios. Enfin ici c'est plus les 1%, là c'est les 0,1% parce que j'ai changé, j'ai mis 1000 au lieu de mettre 100. Donc ici c'est les 0,1% de pire scénario qui se trouvent ici et les 0,1% de pire scénario qui se trouvent là. Ok? Donc ça nous permet tout simplement d'avoir une idée de qu'est-ce qui risque d'arriver dans les pires scénarios. Et donc logiquement, si le modèle est calibré correctement, on devrait osciller quelque part là-dedans et suivre une des courbes qui est là. D'accord? Le plus probable, c'est qu'on suive une des courbes qui est là et qu'on ait un résultat qui correspond à peu près à la trajectoire moyenne qui est calculée ici. Ok, donc ce que vous devez retenir, bien évidemment, c'est le concept de value at risk qui va nous permettre d'identifier quels sont les scénarios qui sont vraiment improbables pour essayer de calibrer notre risque en fonction de ces scénarios qu'on estime être vraiment improbables. Après, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est ce qu'on appelle la simulation de Monte Carlo, donc le fait d'utiliser des paramètres aléatoires grâce au mouvement brownien géométrique pour créer tout simplement des graphiques qui vont utiliser les mêmes paramètres de départ mais auxquels on va rajouter une composante stochastique, donc aléatoire, d'accord? Quand vous entendez stochastique, entendez aléatoire, c'est plus simple à comprendre pour la plupart des gens, qui va nous permettre d'avoir tout simplement des courbes différentes pour chaque paramètres initiaux qui pourtant sont les mêmes, d'accord? Donc ça, c'est le but de la simulation de Monte Carlo. Vous pouvez faire des simulations de Monte Carlo sur 50 millions de modèles. Okay, ici, on a choisi le modèle de Eston. D'ailleurs, vous avez une très bonne conférence. Enfin, conférence, c'est pas très long. Je vous mettrai ça peut-être dans la description, où vous avez Mathieu Rosenbaum qui parle de son modèle de Eston à fractalité multiple. Donc, c'est-à-dire, il a rajouté un deuxième mouvement brownien pour essayer de mieux capturer pour avoir une courbe qui représente un peu plus ce qu'on a
dans les marchés financiers, d'accord? Donc c'est ce qu'on appelle le modèle de Heston à double mouvement brownien. Je vous mettrai un lien pour que vous puissiez aller regarder un petit peu ce qu'il fait Monsieur Rosenbaum, et il en parle un petit peu de son modèle. Ok, mais là c'est un modèle de Heston simple. Et donc l'autre chose qu'il fallait encore que vous reteniez, c'est que des modèles, il y en a plein, d'accord? Là j'ai pris le modèle de Heston, mais ça aurait pu être un modèle de Garch, ça aurait pu être un modèle Arima, enfin il y en a des tonnes, d'accord? Il n'y en a pas que un. Et le modèle de Heston, d'ailleurs, c'est un modèle qui normalement est utilisé pour pricer les options. Et ici, je l'ai dérivé un petit peu pour pricer les futurs. D'accord? Donc voilà, ça c'était un petit peu pour vous montrer qu'est-ce qu'on entend quand on dit finance quantitative. D'accord? Ici, on n'est pas du tout sur des techniques algorithmiques de trading. On est juste sur de la simulation dans un but de compréhension et de maîtrise du risque. D'accord? Alors attention, c'est pas parce que on a une simulation de Heston qui nous dit que le pire scénario, il est là, que dans la réalité, on va pas pouvoir aller là en cas de Black Swan Event. D'accord? Donc Black Swan Event, signe noir, c'est comme ça qu'ils disent les Américains pour les événements qui sont vraiment très inattendus. D'accord? Par exemple, ce modèle, j'ai peu de doute que quand il y a eu le Covid, par exemple le crash Covid, je pense que le modèle se faisait exploser à la baisse, d'accord? Donc il ne faut pas prendre ça non plus. C'est pas parce que c'est mathématique que c'est juste, d'accord? Personne ne peut réellement prédire l'avenir, ok? Il faut bien le comprendre ça aussi. Mais tout simplement, avec ça, vous avez une bonne estimation de qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, qu'est-ce qui est probable, qu'est-ce qui est improbable. Et de cette façon-là, vous pouvez calibrer un petit peu vos investissements, etc. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme je vous dis, c'est pas un sujet que je maîtrise particulièrement bien, hein. Je suis un amateur éclairé, je ne suis pas un professionnel des mathématiques financières, donc je ne suis pas quant. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous renseigner un petit peu avec ce que fait Mathieu Rosenbaum. Vous pouvez vous renseigner un petit peu en regardant tout simplement les interventions, les cours, les conférences d'une très grande dame des mathématiques financières qui s'appelle Nicole El-Karoui ou El-Karaoui. Je ne sais jamais si c'est Karaoui ou si c'est Karoui. Donc il faut aller regarder un peu ce qu'elle fait. Il y a même certains de ses cours qui sont disponibles sur Internet gratuitement. Donc voilà, vous pouvez aller vous renseigner un petit peu. Elle a fait une excellente conférence sur Louis Bachelier, où elle va vous expliquer un petit peu le mouvement brownien, etc. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur cette conférence qui, je crois, est sur l'Institut français des mathématiques ou quelque chose comme ça. Mais bref, vous écrivez Nicole El-Karoui conférence et puis vous allez trouver, d'accord, ou bien conférence Louis Bachelier, Nicole El-Karoui, vous allez trouver, je vous mettrai peut-être quelques liens en description. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner un petit peu sur ces sujets-là, c'est complexe, mais c'est une partie qui est aussi importante, d'accord? Il y a l'analyse fondamentale, il y a l'analyse technique, il y a l'analyse technique, on va dire, de niveau 2 avec tout ce qui va être order flow, et puis après, il y a tout ce pan-là que quasiment personne ne traite sur Internet, qui est le pan tout simplement des mathématiques financières, donc de la finance quantitative. N'hésitez pas à aller un petit peu parfaire vos connaissances dans ce domaine, d'autant plus si vous voulez être embauché par une société qui fait du trading, d'accord? Si vous voulez travailler en tant que trader dans une banque, en tant que trader dans un hedge fund ou autre, c'est bien si vous connaissez un petit peu tout ce qui est mathématiques financières. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez quand même appris 2-3 choses. Voilà, je vous souhaite à tous un bon trading, je vous souhaite de la réussite et puis on se voit pour une prochaine vidéo de nouveau. À bientôt, ciao ciao, pensez à vous abonner, à liker la vidéo si ça vous a plu. Ciao ciao.